J'ai cherché de la moutarde et j'en ai pas trouvé. Alors je suis allée sur Amazon et v'là les prix, les amis. Amazon, marché noir 2.0. Et justement, je suis toujours dans mon bouquin là, La vie des Français sous l'occupation de Henri Amouroux, et je tombe sur le chapitre du marché noir. Le Petit Larousse donne pour la première fois, dans son édition de 1942, une définition du marché noir. Marché clandestin où les objets sont vendus à un prix supérieur à la taxe. C'est la consécration d'un mot qui fait fortune et fera la fortune d'un monde de grands et de petits trafiquants. La chose pourtant n'est pas nouvelle. Le marché noir fait son apparition chaque fois qu'il y a pénurie. On lit aussi dans la Bible qu'au cours d'une grande famine à Samarie, une tête d'âne se vendait 80 cycles d'argent, soit 240 francs en 1941. Alors qui fait du marché noir? Peu ou prou tout le monde, hein. Celui qui vend comme celui qui achète au-dessus de la taxe. Dans un pays dominé par la faim, et où ceux qui ont assez à manger manquent d'essence ou de chaussures, dans un pays où la taxe fixée trop bas prive les marchés de ravitaillement, où tout est rationné, le marché noir est l'affaire de la mère de famille, du lycéen, du militaire, du postier, du pharmacien, du pêcheur, du paysan, de l'épicier, bien sûr, hein, bref, de monsieur tout le monde. Il est impossible de donner une physionomie générale du marché noir. Il a pour double caractéristique d'être relativement clandestin et de varier de nature avec les régions, et même à l'intérieur d'une région, suivant les villes, les villages, les quartiers et les rues. Pour qui veut trafiquer, il est essentiel non seulement de se procurer la marchandise, mais aussi de la transporter et de la cacher de telle façon qu'elle parvienne entre les mains de la clientèle et non entre celles des agents du ravitaillement. D'où 1000 ruses, un combat perpétuel contre les policiers et les agents du contrôle économique. Comme le ravitaillement ne peut venir que de la campagne et que les routes sont vides d'auto, il suffit donc, en principe, de surveiller trains et gares pour saisir des montagnes de vivres. C'est vrai et c'est faux. On ne peut arrêter tous les voyageurs, inspecter toutes les valises, sonder tous les colis, interroger ces galants soldats allemands à qui des voyageuses ont confié leurs trop lourds bagages. A-t-on le temps de passer au crible un train et ses occupants? On va de surprise en surprise, comme par exemple au début du mois de février 1942. Les contrôleurs économiques interpellent une voyageuse en gare de Lyon. « Qu'avez-vous à déclarer, madame ?»« Rien. »« Et ça ?»« Oh, ça c'est Médor. » Un Médor trop sage. Le gabelou pousse plus en avant et découvre que Médor est en peluche et qu'il cache dans son ventre 2 kilos de beurre et une bouteille de cognac. Ailleurs, à Gare Montparnasse, un contrôleur plonge un poinçon dans le sac d'une jeune femme dont le train vient d'arriver en gare. Le poinçon est un admirable détecteur de matière grasse. L'arme, cette fois, revint grasse, non de beurre, mais de sang. Dans le sac, un Médor bien en chair agonise et la voyageuse parle de porter plainte. Voilà pour ces petits extraits de ce livre que j'ai trouvé hier. Bon, eh bien, je ferai sans moutarde, hein, c'est pas grave. Bon, c'est juste pénible pour la mayonnaise, hein, c'est sacré chez moi, la mayo. Je ne l'ai jamais acheté en pot. Bon, bah tant pis, pas de mayonnaise. Allez, bisous.